Tara McCulley est assise à côté de sa fille de 19 ans. Elle ne le sait pas encore. Elle ne sait pas qu'à quelques mètres d'elle, dans ce garage qu'elle a vu des centaines de fois, ce garage banal, cet espace familier, il y a le corps décapité d'une jeune femme de 21 ans. Elle ne sait pas que sa propre fille en est responsable. Elle ne sait pas encore que rien dans sa vie ne sera plus jamais comme avant. Ce jeudi matin, à Santa Fe, Nouveau-Mexique, une mère vient de basculer dans un cauchemar qu'elle n'avait pas vu venir. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes dépasse ce que la plupart des affaires criminelles nous donnent à comprendre. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle d'un meurtre, c'est celle d'une manipulation à deux voies, d'un couple, d'un plan, et d'une jeune femme de 19 ans qui, pendant son interrogatoire, va parler avec une sérénité qui va glacer tout le monde dans la pièce. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la veille, et même bien avant. Les amis, vous êtes sur Crimo et l'affaire que je vous présente aujourd'hui est l'une de celles qui m'a le plus perturbé dans mes recherches. Grace Jennings, 21 ans, Santa Fe, Nouveau-Mexique. Une jeune femme qui avait vécu des relations compliquées, comme beaucoup de gens de son âge. Une ex-petite amie. Une fille qui avait trouvé refuge auprès de personnes qu'elle croyait être ses amies, qui avait demandé un endroit pour dormir cette nuit-là parce qu'elle n'avait nulle part où aller, et qui a fait confiance à la mauvaise personne au mauvais moment. Voici ce qu'un officier a capturé sur sa caméra corporelle quelques secondes après être entré dans ce garage. Je traduis. You see like slashed on her knee. She's missing a ear. And then there's a big ass sword and then there's blood stains all over the bed. Une lacération profonde, une oreille manquante, une épée de près d'1 mètre, des taches de sang partout. La scène que les officiers ont découverte dans ce garage d'un quartier tranquille de Santa Fe est parmi les plus brutales que la police locale ait jamais documentées. Ce matin-là, Kiara McCulley, 19 ans, a décapité son ex-petite amie Grace Jennings avec une épée de 90 cm. Le corps était dans sa chambre de fortune, dans le garage de la maison familiale. Sa mère dormait à quelques mètres, et son petit ami, Isaac Apodaca, savait. Il savait depuis au moins 2 ans. Il y a quelque chose dans cette affaire que je veux vous montrer dans les 2 tiers de la vidéo. C'est un échange de messages entre Kiara et Isaac, retrouvé sur le téléphone d'Isaac en tentant un interrogatoire. Un seul message, 5 mots, qui va changer la façon dont vous comprenez le rôle d'Isaac dans ce meurtre. Restez avec moi. Bienvenue pour une histoire horrible. Santa Fe, Nouveau-Mexique. Pas Las Vegas, pas Los Angeles. Santa Fe est une ville d'environ 90 000 habitants, connue pour son architecture en adobe, ses galeries d'art, son calme apparent. C'est une ville où les drames semblent hors de place, ce qui rend celui-ci encore plus difficile à assimiler. La maison de Jaguar Drive appartient à Tara McCulley. Une maison ordinaire avec une particularité. Dans le jardin, il y a un garage détaché du bâtiment principal. Ce garage a été aménagé en espace de vie. C'est là que Kiara et Isaac vivent depuis plus d'1 an. C'est là que tout va se passer. Grace Jennings, 21 ans au moment des faits. Grace et Kiara avaient eu une relation amoureuse dans le passé, une relation qui s'est terminée de façon brutale et conflictuelle. Après leur rupture, Grace a été officiellement bannie de la propriété. Kiara l'avait formellement interdite d'accès à cette maison. Alors, pourquoi Grace est-elle là ce jeudi matin? Parce que Isaac, le petit ami actuel de Kiara, l'a invitée, sans en demander la permission à Kiara, en la faisant venir la veille au soir, selon lui parce qu'elle n'avait nulle part à aller pour la nuit. Ce détail est important, gardez-le en tête. Ce que Grace ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas simplement une invitée gênante, elle était, dans l'esprit de Kiara, quelque chose d'autre entièrement.
Kiara McCulley, 19 ans. Fille de Tara McCulley, qui vit dans la maison principale. Kiara et sa mère ont une relation décrite comme compliquée. Kiara le dit elle-même pendant l'interrogatoire, sans entrer dans les détails. Ce que les réseaux sociaux de Kiara révèlent, et ses comptes sont toujours publics au moment où je vous écris, c'est une fascination profonde et ancienne pour l'horreur, la violence, l'occulte. Des vidéos démoniaques, des publications qui célèbrent la mort, le sang, les créatures. La veille du meurtre, Kiara publie plusieurs vidéos de ce type sur TikTok. Pour beaucoup d'adolescents, ce genre d'intérêt reste une phase, un espace d'expression, une façon de se sentir différent, singulier. Pour Kiara, ça n'était pas une phase. Isaac Apodaca, 22 ans. Petit ami de Kiara depuis environ 1 an et demi, vivant avec elle dans le garage de Jaguar Drive. Isaac a lui aussi des antécédents avec Grace. Il avait brièvement été en relation avec elle quelques années plus tôt, quand il avait 20 ans et qu'elle avait 16 ans. La veille du meurtre, Isaac est accusé de violence domestique envers Kiara. Les détails exacts ne sont pas divulgués dans les documents officiels, mais cette charge est connue du détective Vigile avant le début des interrogatoires. Isaac se présente comme une victime, comme un spectateur horrifié, comme quelqu'un qui n'avait rien vu venir. Les messages sur son téléphone diront une autre histoire. Avant de continuer, il faut que je vous explique quelque chose, parce que pendant l'interrogatoire, Kiara va invoquer un trouble mental pour tenter d'échapper à sa responsabilité. Et pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, il faut savoir ce qu'est réellement ce trouble. Le DID, trouble dissociatif de l'identité, est un trouble psychiatrique sérieux. En France et aux États-Unis, on l'a longtemps appelé personnalité multiple. Il touche environ 1,5% de la population mondiale, selon les études les plus récentes. Ce n'est pas une rareté absolue, mais c'est loin d'être commun. Les personnes atteintes de DID présentent 2 caractéristiques fondamentales, documentées cliniquement. D'abord, des transitions involontaires entre les états d'identité, des basculements que le patient ne contrôle pas et qui sont visibles pour l'entourage. Ensuite, des descriptions riches, détaillées et cohérentes dans le temps de leurs différentes identités. Pas des noms inventés sur le moment, mais des personnalités avec des histoires, des mémoires, des comportements stables. J'ai consulté une analyse d'un psychiatre californien qui a visionné l'interrogatoire de Kiara. Son verdict est sans appel. Kiara ne présente aucun changement de voix, aucune transition visible entre les états. Ses descriptions de ses personnalités sont superficielles, des labels génériques, pas des identités structurées. Et surtout, elle n'avait jamais reçu de diagnostic médical, jamais consulté un professionnel pour ce trouble. Sa seule source, ses propres recherches en ligne. Ce n'est pas du DID, c'est une stratégie de défense. Et comme vous allez le voir, elle ne va pas tenir longtemps face au détective Vigile. Le moment du meurtre, les pièces sont déjà en place depuis des années. Kiara, Isaac, Grace, un vieux conflit. Un plan qui n'attendait qu'une occasion. Et cette occasion, c'est Isaac qui va la créer, en invitant Grace à dormir là, la veille. Pour comprendre ce jeudi matin, il faut remonter au mercredi soir. Premier signal. Grace reçoit un message d'Isaac. Elle n'a nulle part où dormir. Il lui propose de venir à Jaguar Drive. Elle hésite peut-être. Elle sait que Kiara va bannie de cette maison, mais Isaac la rassure. Elle finit par accepter. Ce que Grace ignore, Kiara sait qu'elle vient. Isaac lui a dit. Et selon ce que Kiara révèle pendant l'interrogatoire, elle ne l'a pas appris avec surprise. Elle l'a appris avec quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble moins à de la colère qu'à de la résolution. Deuxième signal. Pendant que Grace dort dans le garage, Kiara ne dort pas. Elle dit elle-même pendant l'interrogatoire « Je fixais le plafond. J'essayais de trouver une position confortable. Je n'arrivais pas à m'endormir. » 3 personnes dans un même espace. L'une dort, l'autre est éveillée, les yeux au plafond.
Et la troisième, on le découvrira plus tard, est en train d'envoyer des messages depuis son téléphone dans le noir. Troisième signal. La veille du meurtre, et même 2 ans plus tôt selon les aveux qui suivront, il y a des échanges de messages entre Chiara et Isaac. Des messages qui décrivent avec une précision chirurgicale comment tuer Grace Jennings. Ces messages existent, ils sont enregistrés et ils seront retrouvés. Il est environ 7h50 du matin. Isaac se réveille, Grace dort encore, ou fait semblant. Il est 8h30. Chiara se lève, elle dit aux 2 autres de partir. « Je veux que vous sortiez d'ici. » Isaac commence à rassembler ses affaires, il dit à sa mère de venir le chercher à 15h30. Il va dans la maison principale pour utiliser les toilettes. Il est entre 9h et 10h. Isaac revient dans le garage. Chiara est là, Grace aussi. Et puis quelque chose se passe. Dans sa première version des faits, Isaac décrit une scène simple et nette. Il dit « Je suis sorti aux toilettes, je suis revenu dans le garage, et Chiara m'a regardé et elle m'a dit avec le sourire « Je viens de le faire ». Il dit qu'il a regardé par terre, il a vu Grace. Il dit qu'il a immédiatement appelé sa mère, qui a appelé le 911. C'est une histoire propre, un innocent qui découvre l'horreur, un homme choqué qui fait la seule chose raisonnable, appeler de l'aide. Le problème, c'est le délai. L'appel au 911 est reçu à 13h30. Si Isaac dit qu'il a découvert le corps vers 11h47, ça fait presque 2 heures de silence. 2 heures pendant lesquelles Isaac dit qu'il hyperventilait à l'extérieur. 2 heures, avec un corps décapité dans la pièce à côté. Cette piste, celle de l'innocent paralysé par le choc, va s'effondrer dès l'instant où les détectives ouvrent son téléphone. À 13h30 passées, les officiers arrivent à Jaguar Drive. Isaac est retrouvé dans une boutique informatique à proximité. C'est là qu'il a fui après la découverte du corps, selon sa propre version. Chiara, elle, est restée sur place. Et quand les officiers entrent dans le garage, ce qu'ils trouvent est exactement ce que la caméra Bortel documente. Grace Jennings, morte, une lacération profonde au cou, des entailles sur le corps, une oreille manquante, et sur un meuble à droite en entrant, une épée de 90 cm tachée de sang. Il n'y a pas de doute sur l'arme, il n'y a pas de doute sur la victime, et il n'y a très vite plus beaucoup de doutes sur l'auteur. Mais ce que les officiers ne savent pas encore, c'est que cette histoire a 2 auteurs. Et l'un d'eux est en train de jouer au spectateur horrifié dans le couloir. 5 officiers arrivent sur Jaguar Drive en quelques minutes. L'appel au 911 est confus. La mère d'Isaac a signalé que la petite amie de son fils venait peut-être de décapiter quelqu'un. Ils ne savent pas si la suspecte est encore sur les lieux. Ils ne savent pas si d'autres victimes sont à l'intérieur. Une équipe se charge de la maison principale. Une autre se prépare à entrer dans le garage. La porte du garage est cassée depuis 10 ans, c'est ce que leur dit quelqu'un à travers la clôture. Ils trouvent un autre accès. Et à l'intérieur, ils trouvent Grace. Les officiers procèdent avec calme, mais leur langage corporel dit tout. L'un d'eux, en décrivant la scène à son supérieur quelques minutes plus tard, dit simplement « Il y a une épée, il y a du sang partout, elle a une oreille en moins ». Pendant ce temps, à l'extérieur, Tara McCauley commence à comprendre que quelque chose de grave se passe, mais elle ne sait pas encore quoi. Elle voit les voitures de patrouille, elle entend les radios. Elle pose des questions. On lui répond vaguement. Et à côté d'elle, détenue mais pas encore arrêtée, se trouve Chiara, sa fille de 19 ans, qui commence à lui parler, qui commence à lui expliquer à voix basse ce qui s'est passé. Chiara est calme.
Ce n'est pas le calme du choc, ce n'est pas la dissociation. C'est autre chose, une sérénité qui va devenir une des caractéristiques les plus troublantes de toute cette affaire. Elle dit à sa mère « Isaac a invité Grace hier soir sans me demander. J'étais en colère. » Elle dit ça, juste ça, comme si c'était une explication suffisante. Quelques minutes après la sécurisation de la scène, une voiture s'arrête devant la maison. La mère de Grace arrive. Elle a entendu quelque chose ou reçu un appel. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Un officier s'approche. Elle demande « Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle respire ?» L'officier dit qu'il n'a pas toutes les informations. Il lui demande de les suivre au commissariat. Il ne lui dit pas que Grace est morte. Il ne peut pas encore, pas comme ça, à l'extérieur, sans préparation. Ce moment, une mère qui arrive sur les lieux sans savoir, qui pose des questions auxquelles personne ne peut répondre honnêtement, est l'un des moments les plus douloureux de tout ce que les caméras ont capturé. De l'autre côté de la ville, une équipe d'officiers suit la puisse fournie par la mère d'Isaac. Il est dans une boutique informatique à quelques rues de Jaguar Drive. Il sort du magasin quand les officiers arrivent. Il coopère immédiatement. Il dit qu'il a tout vu. Il tremble. Il dit qu'il n'a aucune arme. Les officiers lui disent « T'es pas en état d'arrestation. On a juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Isaac dit « Je suis entré dans le garage. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Je viens de le faire », avec le sourire, du sang sur les mains. Ce que Isaac ne sait pas encore, c'est que cette première déclaration, celle de l'innocent qui découvre, va être démontée point par point dans les heures qui suivent. Il joue un rôle, il le joue bien, il connaît son texte. Mais il y a un problème avec les bons acteurs dans une interrogation policière. Plus ils jouent bien, plus leur comportement semble calculé quand les mensonges commencent à s'écrouler. Et les mensonges d'Isaac vont s'écrouler de façon spectaculaire. Tara McCooley n'est pas suspecte, elle n'est pas complice, elle ne savait absolument rien. Mais c'est elle qui, sans le vouloir, va apporter un élément crucial à l'enquête. Quand les officiers lui demandent de décrire la relation entre Kiara et Grace, elle dit quelque chose de simple. Grace n'était pas autorisée ici, elle le savait. Kiara l'avait bandit. Cette phrase confirme que Grace n'était pas venue par accident, qu'elle avait été amenée et que quelqu'un avait contourné l'interdiction de Kiara, officiellement pour lui rendre service, Grace n'ayant nulle part à aller. Ce quelqu'un, c'est Isaac. Et cette information va devenir la première pièce du puzzle qui révèle sa complicité. Les deux suspects sont transportés au commissariat de Santa Fe, chacun dans une salle séparée, chacun convaincu d'avoir une stratégie qui va fonctionner. Aucun des deux n'a raison. Le détective assigné à ce dossier est Javier Vigil, du département de police de Santa Fe. Vigil est un enquêteur expérimenté. Il sera promu commandant SWAT en 2025. Cette précision n'est pas anodine. Elle dit quelque chose sur la carrière de quelqu'un qui sait gérer la pression, lire les situations et prendre des décisions rapides dans des contextes instables. Ce matin-là, Vigil commence par la scène de crime. Il recueille les informations des officiers premiers arrivants, il cartographie la maison, le garage, les accès. Il prend note des éléments physiques, l'épée, les traces de sang, la position du corps. Et il recueille les informations contextuelles, les relations entre les trois protagonistes, la charge de violence domestique contre Isaac, l'historique de la relation Kiara-Grace. Vigil arrive en salle d'interrogatoire avec un profil clair. 2 suspects, des motivations différentes, des stratégies de défense opposées. Et une méthode. Il va les interroger séparément, en commençant par Isaac. Ce choix n'est pas anodin. En commençant par Isaac, Vigil cherche à construire une fondation. Isaac, qu'il présente comme simple témoin, va parler librement, sans pression. Il va donner des détails. Ces détails vont servir de munitions pour l'interrogatoire de Kiara. Et ce que Kiara dit en retour permettra d'affiner ce qu'on sait sur Isaac.
C'est un jeu d'informations croisées. Chacun parle sans savoir ce que l'autre a dit. Chacun croit avoir l'avantage. Aucun des deux ne l'a. Vigil va utiliser Isaac pour coincer Kiara. Et Kiara, sans le vouloir, va fournir les éléments qui couleront Isaac. C'est ce qu'on appelle en technique d'interrogatoire la stratégie de confrontation indirecte, et Vigil va l'exécuter avec une précision remarquable. Pendant que Vigil interroge Isaac, Kiara est seule dans sa salle d'interrogatoire depuis plus de 3 heures. Elle pense, elle planifie. Kiara sait qu'il y a un corps, elle sait qu'elle est responsable, elle sait que nier l'évidence serait absurde, les preuves physiques sont écrasantes. Alors, elle adopte une autre stratégie. Elle ne va pas nier la meurtriade, elle va tenter de convaincre les autorités qu'elle souffre d'un trouble psychiatrique grave, le DID, et que ce n'est pas elle qui a commis ce meurtre, mais une de ses personnalités alternatives. Elle pourrait échapper à une condamnation pour meurtre au premier degré. C'est une stratégie qui lui semble brillante. Voici ce que Kiara ne comprend pas sur le droit américain. La défense par aliénation mentale, not guilty by reason of insanity en anglais, est l'une des défenses les plus difficiles à faire accepter par un tribunal américain. Elle est invoquée dans moins de 1% des procès criminels, et elle ne réussit que dans une fraction infime de ces cas. Pourquoi ? Parce que le critère légal n'est pas « le suspect est-il étrange » ou « a-t-il un trouble mental ». Le critère légal, le test McNaughton, utilisé dans la majorité des États, est le suivant. Au moment du crime, le suspect était-il incapable de distinguer le bien du mal en raison de son trouble mental ? Or, Kiara a caché l'arme, elle a attendu, elle a planifié, et quand Isaac l'a découverte, elle lui a dit avec le sourire « Je viens de le faire ». Ce comportement ne correspond pas à quelqu'un qui a perdu contact avec la réalité, il correspond à quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Et même si la défense par aliénation mentale avait fonctionné, et elle n'a pas fonctionné, Kiara aurait été envoyée dans un hôpital psychiatrique forensique de sécurité maximale, sans date de sortie garantie, pas chez elle, pas libre. Elle n'a pas compris ça, pas encore. Vigil entre dans la salle d'interrogatoire d'Isaac. Il retire les menottes. Il dit « T'es pas un suspect pour l'instant. C'est un mensonge calculé. » Et c'est le début de la fin pour Isaac Apodaca. Vigil retire les manottes d'Isaac. Il lui dit qu'il n'est pas suspect. Il lui demande sa version des faits. Isaac parle, beaucoup. Il décrit la nuit précédente, tout le monde qui traînait ensemble, comme s'ils étaient tous amis. Il décrit le moment de la découverte du corps. Il évoque d'anciens traumas, un ami tué par balle dont les cervelles lui sont tombées dessus. Il pleure. Il dit qu'il perd des amis tout le temps. Isaac est un acteur pas mauvais. Mais il y a un problème que les bons acteurs oublient parfois. Les émotions performées sont temporellement décalées. Isaac pleure au mauvais moment, il s'indigne trop tôt, il minimise des détails qu'un vrai spectateur horrifié aurait mentionnés immédiatement. Vigil le laisse parler. Il hoche la tête. Il dit « Je comprends ». Il prend des notes. Vigil demande à Isaac « Est-ce que Grace savait qu'elle allait chez Kiara ?» Isaac dit « Oui, elle savait ». Vigil sort le téléphone d'Isaac. Il lui montre un message de Grace envoyé depuis chez Kiara, le matin du meurtre. Le message de Grace dit en substance « Je me suis fait expulser. Pourquoi elle me chasse? Comment est-ce qu'elle sait que je suis là ?» Si Grace savait qu'elle était chez Kiara et que Kiara savait qu'elle était là, pourquoi Grace se demande comment Kiara l'a découverte? Isaac dit qu'elle faisait semblant de ne pas savoir. C'est sa réponse. Elle faisait semblant. Regardez ce qui se passe dans les secondes qui suivent ce moment sur la caméra d'interrogatoire. Isaac se glace. Il fige complètement. Son regard se fixe sur un point devant lui. Il arrête de parler pendant plusieurs secondes. Ce n'est pas de la réflexion, c'est de la recalibration. Le cerveau d'Isaac est en train de chercher une nouvelle version cohérente, une version qui intègre les messages qu'il ne savait pas que Vigil avait déjà lus. Un innocent n'a pas besoin de recalibrer.
Un coupable cherche une explication. Vigil présente à Isaac un formulaire de consentement. On peut avoir accès à ton téléphone de deux façons. Soit on attend plusieurs semaines avec un mandat, soit tu signes ce formulaire et on le lit maintenant. À toi de choisir. Isaac signe, immédiatement, sans hésiter. Ce qui prouve au passage qu'Isaac ne comprend pas vraiment ce qu'il vient de faire. Il pense probablement qu'il a une version cohérente. Il pense probablement qu'il peut expliquer ce que les messages vont montrer. Il a tort. Vigil ouvre le téléphone. Il trouve les échanges entre Isaac et Chiara sur Messenger. Il lit à voix haute, et chaque message est une pièce du puzzle qui s'emboîte. Stab her, poignarde-la. Isaac dit que c'est une blague. Vigil continue. Dagger, because it's blunt. Chiara demande la différence entre la dague et l'épée. Isaac répond que la dague est émoussée. Isaac dit que c'est une conversation sur les jeux vidéo. It cuts like butter, just stab the throat. Ça coupe comme du beurre, poignarde juste la gorge. Isaac dit que c'est encore les jeux vidéo. Vigil dit Isaac. What do we do about the mess? Burn it and I'll buy new blankets. Que fait-on du désordre? Brûle tout et j'achète de nouvelles couvertures. Isaac dit que le désordre, c'est du caca, que Chiara et lui avaient sali les couvertures. Vigil le regarde. Il dit « T'as vécu dans un lit plein de caca ?» « Yes », dit Isaac. Et puis, Vigil arrive au message que je vous avais annoncé, le message clé, celui qui change tout. Il lit à voix haute. « Remember, you'll move up in ranks, plus you get perks in the black market since this is your first. » En français, souviens que tu vas monter en grade et tu as des avantages sur le marché noir parce que c'est ta première fois. Ta première fois. Ce n'est pas le message d'un quelqu'un qui essaie de dissuader, ce n'est pas le message d'un spectateur, c'est le message d'un complice, d'un recruteur, de quelqu'un qui encourage, qui promet une récompense, qui légitime l'acte à venir. Isaac dit « c'est Call of Duty ». Vigil dit « Isaac, dis-moi ce que ça veut dire ». Et un autre message quelques secondes plus tard. « Help me drive the dagger through, I'm shaking, I can't, 4, 3. » Aide-moi à plonger la dague, je tremble, je ne peux pas, 4, 3. Et Isaac répond « Be ready to grab her or a trash bag. » Sois prêt à l'attraper ou à prendre un sac poubelle. Ce qu'Isaac ne sait pas encore, c'est que Chiara a déjà mentionné ces messages pendant son propre interrogatoire. Elle a dit mot à mot qu'Isaac la poussait à tuer Grace, qu'il lui avait promis une montée en grade dans un groupe appelé Ghost, qu'il lui avait mis la couteau, l'épée, dans le sens figuré, dans la main. Chiara et Isaac se sont vendus mutuellement sans se concerter. Chacun a cru que trahir l'autre le protégerait. Ils se sont tous les deux trompés. Vigil dit à Isaac « Tu savais que ça allait se passer. » Isaac dit « Je savais que ça allait se passer. » Il vient d'avouer. Non pas qu'il a commis le meurtre lui-même, mais qu'il savait, qu'il n'a pas empêché, qu'il a encouragé. Il demande à parler à Vigil en privé, sans son partenaire dans la pièce. Vigil accepte. Et en privé, selon les rapports de police, Isaac confirme avoir envoyé tous les messages. Il confirme avoir voulu la mort de Grace. Il maintient qu'il n'a pas personnellement commis le meurtre. Cette nuance ne le sauvera pas. Chiara est dans sa salle depuis plus de 3 heures quand Vigil entre. Elle est calme. Elle sourit légèrement. Elle dit « Je suppose que vous êtes là parce qu'on a trouvé quelqu'un de mort dans ma chambre. » Cette phrase, ces mots, ce ton, ce n'est pas de la dissociation, ce n'est pas de la détresse, c'est presque de la politesse, comme si elle avait répété l'entrée en matière. Vigil s'assoit. Il commence doucement. Chiara évoque rapidement ses troubles. Elle dit qu'elle a probablement le DID, le trouble dissociatif de l'identité. Elle précise qu'elle ne l'a pas fait diagnostiquer, mais que c'est sa meilleure hypothèse après ses propres recherches. Elle nomme ses personnalités. Abby, la protectrice, Jinx, la perturbatrice, Jess, la petite Chiara d'avant les mauvaises choses. Vigil joue le jeu. Il l'encourage à développer. Il pose des questions comme si c'était fascinant. Abby, c'est comment? Jinx, elle fait quoi? Chiara s'emballe. Elle explique que ses personnalités fonctionnent comme un jeu vidéo. Quelqu'un tient la manette,
Les autres peuvent regarder par les fenêtres de la maison ou partir dans une pièce où on ne voit plus l'écran. Ce que Chiara ne voit pas, c'est que Vigile ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Il l'écoute, il hoche la tête, il prend des notes. Mais en laissant Chiara développer son récit de DID, il la laisse s'engager dans des descriptions que n'importe quel psychiatre pourra démonter. Des personnalités sans histoire propre, des transitions qu'elle décrit verbalement, mais qu'elle ne manifeste jamais physiquement, des symptômes qu'elle a appris sur Internet et qu'elle tente de reproduire dans une salle d'interrogatoire face à un détective qui a vu des dizaines de suspects tenter exactement la même chose. Et puis, Chiara fait une erreur, une seule, mais elle est fatale. Elle dit que la personnalité Jess, la petite Chiara innocente, n'est plus sortie depuis longtemps, qu'elle ne l'a pas vue depuis des années. Quelques minutes plus tard, elle dit que c'est Jess qui était présente quand elle était avec Grace. Relève, il dit calmement « Tu m'as dit il y a quelques minutes que tu n'avais pas vu Jess depuis longtemps. » Chiara ne répond pas directement. Elle essaie de reformuler. Mais la contradiction est là, enregistrée, documentée. Vigile pose une question directe. Est-ce que tu as déjà pensé à la blesser, à la tuer? Chiara dit « J'ai eu quelques rêves comme ça ». Vigile dit « Comment se passaient ces rêves ?» Chiara dit « Des fois je la tuais, des fois je lui criais dessus, ça dépendait du rêve. » Vigile demande « Comment tu la tuais ?» Chiara dit « Ça dépendait du rêve, j'en ai eu beaucoup. Plusieurs rêves de meurtre sur la même personne, des scénarios variés, des méthodes différentes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation psychologique. » Et puis, Chiara fait une erreur. Elle dit qu'un groupe appelé Ghost, une organisation souterraine, une version underground des forces de l'ordre, mais plus intense, Ghost élimine les gens impliqués dans la traite d'êtres humains, dans les réseaux qui s'attaquent aux enfants. Elle dit qu'Isaac essayait de la recruter dans ce groupe, qui lui disait que si elle tuait Grace, elle monterait en grade, qu'elle aurait des avantages sur le marché noir. Elle montre un tatouage sur son bras qu'elle décrit comme un tatouage d'initiation qu'on lui a donné sans lui demander. Si ce récit semble extravagant, c'est parce qu'il l'est. Mais voici ce qui est troublant. Les messages retrouvés sur le téléphone d'Isaac confirment exactement ses promesses. « Tu vas monter en grade, c'est ta première fois. » Ces mots, Isaac les a écrits, pas dans un roman, dans de vrais messages, envoyés à Chiara dans les heures précédant le meurtre. Chiara invente-t-elle Ghost pour se déresponsabiliser? Probablement. Mais les promesses de récompense qu'elle décrit, elles sont réelles. Tout au long de cet interrogatoire, quelque chose d'inhabituel se produit. Chiara ne montre pas de signes de détresse, pas de tremblement, pas de larmes involontaires, pas d'évitement du regard de façon erratique, comme c'est typique dans un interrogatoire où quelqu'un est vraiment en état de choc ou de peur. Elle parle, elle explique, elle reformule, elle développe. Elle est, selon toute apparence, plus à l'aise dans cette salle d'interrogatoire que la plupart des gens ne le sont dans une conversation ordinaire. Le psychiatre californien dont j'ai lu l'analyse dit ceci. L'absence de réponse émotionnelle involontaire, les micro-expressions, les variations de voix, les silences non contrôlés, est en elle-même un indicateur clinique. Pas de DID, pas de dissociation. Une présence cognitive totale et délibérée. Chiara sait exactement ce qu'elle fait dans cette pièce. Vigile a obtenu ce qu'il cherchait. De Chiara, une stratégie de défense qui s'effondre sous ses propres contradictions. De Chiara, une confirmation que l'implication d'Isaac était réelle. Il met fin à l'interrogatoire. Chiara passe la nuit en cellule. Le lendemain, les équipes de police interrogeront les deux mères. Et le portrait qui émerge de ces conversations va laisser tout le monde dans la même stupéfaction silencieuse. Nearson ne savait. Personne n'avait vu venir. Récapitulons ce que les enquêteurs ont assemblé en moins de 48 heures. Première pièce, le corps de Grace Jennings. Lacération au cou compatible avec une décapitation partielle, un taille sur le genou, oreille arrachée, arme retrouvée sur place, une épée de 90 cm. Les preuves physiques désignent Chiara sans aucune ambiguïté possible. Deuxième pièce, les déclarations d'Isaac.
Dès son interpellation, il a lui-même décrit la scène. Elle m'a dit « Je viens de le faire », le sourire aux lèvres, du sang sur les mains. Cette déclaration spontanée est enregistrée. Elle ne peut pas être rétractée. Troisième pièce, les messages sur le téléphone d'Isaac, signés par lui après avoir consenti à la fouille de son appareil. Ces messages documentent un plan préparé, une complicité active, des encouragements directs au meurtre. Quatrième pièce, l'aveu partiel d'Isaac en interrogatoire. Il confirme avoir su, il confirme avoir voulu la mort de Grace, il maintient ne pas avoir directement participé. Mais cette nuance, juridiquement, ne change pas grand-chose à sa complicité. Cinquième pièce, les déclarations croisées de Chiara et d'Isaac qui se contredisent sur les faits, mais se confirment sur un point central, le plan existait depuis des années. Qu'est-ce que cette affaire nous dit sur les deux suspects ? Chiara McCulley présente un profil que les experts décrivent comme une fascination pathologique pour la violence, combinée à une capacité de planification à froid inhabituellement développée pour son âge. Elle n'a pas craqué, elle n'a pas agi sous l'impulsion d'une dispute, elle a attendu, elle a compté, elle a tremblé. Ses propres messages le disent, et elle a quand même continué. Isaac Apodaca présente un profil différent mais tout aussi préoccupant, celui du complice qui se persuade qu'il n'est vraiment pas impliqué tant qu'il n'est pas celui qui frappe. Cette dissociation de la responsabilité « je n'ai pas tué, j'ai juste encouragé » est l'une des formes de participation criminelle les plus communes et les plus difficiles à assumer après coup. Chiara McCulley et Isaac Apodaca sont tous deux inculpés de meurtre au premier degré. La date exacte de leur condamnation n'est pas encore publique au moment de la rédaction de ce script, l'affaire est relativement récente. Mais les charges retenues contre les deux, combinées aux preuves matérielles et aux déclarations enregistrées, laissent peu d'incertitude sur l'issue. Au Nouveau-Mexique, le meurtre au premier degré est passible de la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération partielle dans certains cas. Et dans le cas d'Isaac, la complicité dans un meurtre au premier degré est traitée de façon équivalente à la participation directe dans la plupart des États américains. Savoir, planifier, encourager, fournir les conditions. Tout ça constitue, aux yeux de la loi américaine, une participation au crime. Cette affaire pose des questions qui dépassent les deux suspects. La première, comment deux adolescents, l'un de 19 ans, l'autre de 22, peuvent-ils planifier un meurtre pendant 2 ans, en laisser des traces écrites sur leur téléphone et que personne dans leur entourage ne s'en rende compte? Les deux mères, interrogées dans les jours qui ont suivi, ont exprimé un choc total. Pas de signes avant-coureurs, pas de conversation alarmante. Leurs enfants semblaient aller comme d'habitude. Ça soulève quelque chose d'important sur les espaces numériques. Les messages que Chiara et Isaac échangeaient, ces plans détaillés, ces encouragements, ces comptes à rebours, existaient dans un espace que les parents ne voyaient pas. Un espace parallèle, accessible depuis le même salon, depuis la même chambre. La deuxième question, comment une passion pour l'horreur et la violence, qui touche des millions de personnes sans jamais dépasser le stade de l'intérêt culturel, bascule-t-elle pour certains vers quelque chose de réel? Il n'y a pas de réponse universelle, mais l'absence de cette réponse est elle-même un signal. Elle dit que la frontière n'est pas toujours là où on croit qu'elle est. Ce qui me reste de cette affaire, c'est Grace. Pas le meurtre, pas les interrogatoires, aussi fascinants qu'ils soient sur le plan analytique, ni la stratégie de défense avortée de Chiara, ni l'effondrement progressif d'Isaac face aux messages sur son propre téléphone. Ce qui me reste, c'est Grace qui sonne à cette porte parce qu'elle n'a nulle part où aller pour la nuit. Elle fait confiance à quelqu'un. Elle pense que c'est suffisant pour être en sécurité. Elle a 21 ans. Il y a quelque chose dans cette image, une jeune femme qui demande un abri pour une nuit, qui résiste à toute l'analyse criminologique que j'ai pu lire sur cette affaire. Parce que Grace n'était pas naïve,
parce qu'elle savait que Kiara et elle avaient une histoire compliquée, mais elle a quand même cru que ça n'irait pas plus loin que des tensions. Elle s'est trompée, et aucune sentence ne répare ça. Il y a une question que je ne peux pas trancher. Est-ce qu'Isaac aurait pu arrêter ça? Les messages montrent qu'il encourageait, mais ils montrent aussi que Kiara hésitait. Elle comptait, elle tremblait, elle disait « je n'y arrive pas ». Et Isaac répondait « fais-le ». Est-ce que sans Isaac, sans ce « fais-le » envoyé dans le noir depuis son téléphone pendant que Grace dormait, Kiara aurait finalement reculé? Je ne sais pas. Personne ne peut le savoir avec certitude. Ce que je sais, c'est que ce message existe et que ces mots ont eu un poids réel dans ce qui s'est passé le lendemain matin. Si cette histoire vous a interpellé, si vous pensez que Grace Jennings mérite d'être plus qu'un fait divers, partagez cette vidéo. Ces affaires existent dans des documents officiels, dans des rapports de police, dans des transcriptions d'interrogatoires. Mon travail, c'est de les rendre accessibles, de les analyser avec le respect qu'elles méritent, pour les victimes, pour les familles, pour tous ceux qui ont été touchés. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, une nouvelle affaire, documentée, analysée. La prochaine affaire que je prépare est elle aussi une histoire qui commence par une apparence parfaite et qui cache quelque chose que personne n'aurait imaginé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire horrible. C'était Crimo.